Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous accueillir dans un nouvel épisode de Fiscalia. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Salomon Atia, qui est courtier en crédit, ce qu'on appelle Yoetz Mashkentaot. Bonjour Salomon. Bonjour, enchanté. Bonjour, merci beaucoup. Salomon, avant qu'on rentre dans on va dire le détail de tout ce qu'on doit voir aujourd'hui, je te demande de te présenter pour nos auditeurs. Alors d'abord bonjour, merci de me recevoir. Donc je m'appelle Salomon Atia, j'ai fait mon ALIA de France il y a à peu près 10 ans. Rapidement ma formation, j'ai une formation d'ingénieur et après j'ai fait un master de maths appliquées aux US. J'ai fait différentes activités et évidemment avec une attirance pour les maths, je me suis dirigé vers le métier de Yoetz Mashkenta, donc de courtier en crédit, avec dans l'idée d'apporter non pas seulement un savoir-faire sur les coûts et les taux, mais aussi d'être en capacité, comme on va en parler un peu plus tard, les crédits sont très compliqués en Israël, d'être en capacité de créer des crédits vraiment sur mesure et des choses qui collent à chacun des clients. D'accord, donc ce qui t'a attiré, si je comprends bien, c'est que toi tu as une appétence pour tout ce qui est mathématiques et voilà, les chiffres, les calculs, et peut-être aussi une certaine aisance au niveau de la négociation avec les banques, parce qu'on sait ici que c'est des loups, c'est compliqué. Et tu as créé, quand est-ce que tu as créé ton entreprise? Depuis combien de temps est-ce que tu es Yoetz? Ça fait maintenant 4 ans que je suis Yoetz. J'ai travaillé quelque temps au début avec d'autres Yoetz donc pour apprendre le métier, pour créer les contacts dans les banques. Et après, je me suis mis à mon compte. Oui, dans les banques, il faut savoir que j'ai créé des relations dans chacune des banques, des relations personnelles avec les personnes importantes à chaque endroit, de façon à justement pouvoir faire avancer mes dossiers plus facilement. Ça, c'est la première chose. Mais encore une fois, en dehors même de la négociation des taux, qui est un aspect évidemment très important du crédit, il faut comprendre qu'en Israël, le montage en lui-même est vraiment la base du crédit. Et j'avais le sentiment qu'aujourd'hui, tout le monde globalement prenait le même crédit en Israël et que les gens ne se rendaient pas compte des avantages et des inconvénients de chacune des formules. Et donc, je voulais apporter en plus ce savoir-faire-là, de dire à chaque personne qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, quelles sont vos perspectives, et venez, on va définir un crédit qui vous correspond et qui vous colle le plus possible pour aller le mieux vers vos objectifs. D'accord, donc en fait, toi, tu insistes sur un point qui est qu'au-delà de l'aspect des taux, c'est bien d'aller négocier des taux, mais c'est surtout important de comprendre si la répartition, ce qu'on appelle en hébreu le tamhil, donc le cocktail, on va utiliser ce terme, si le cocktail de répartition du crédit, est-ce qu'il correspond au profil de ton client ou de l'investisseur potentiel, c'est ça ? Exactement. Mon but n'est pas de minorer l'importance des taux. C'est évidemment important d'avoir les meilleurs taux sur le marché à chaque instant. Mais avoir les meilleurs taux, si on n'a pas un crédit qui correspond à qui on est, ça n'a aucun sens. Donc le but du jeu, c'est d'avoir un crédit qui correspond à chacun avec les meilleurs taux possibles. Et donc c'est pour ça que j'insiste bien sur cette partie tamil et création du crédit. D'accord, donc la répartition, hyper important. On va dire la composition de votre crédit, c'est tout aussi important que les taux que vous allez obtenir. Donc ça, on l'a bien compris, merci Salomon. Et avant qu'on rentre dans un peu plus de détails, un peu plus de finesse, est-ce que tu peux, avec une vue un petit peu plus globale, est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents types de crédits qui existent en Israël? Il y a la Mashkenta, tout le monde parle de la Mashkenta. C'est quoi exactement? Fais-nous un petit peu d'ordre là-dedans. En fait, la Mashkenta, il y a 2 grandes familles de crédits. On va faire très simple. C'est la Mashkenta qui est un crédit hypothécaire. Donc la banque prend une garantie en contrepartie d'un prêt, ou un crédit à la consommation, pour dire plus simplement, mais ce n'est pas vraiment ça, mais peu importe, où la banque ne prend pas de garantie. Aujourd'hui, pour faire des acquisitions un peu plus importantes, la banque va faire des crédits hypothécaires. À l'intérieur de la Mashkenta, maintenant, on va avoir 2 familles. On va avoir les particuliers qui, eux, vont faire un process qui est un process régi par la Banque d'Israël, et donc ils vont devoir répondre à certaines obligations. Et les entreprises qui, elles, quand elles acquièrent et donnent un bien en garantie, ont aussi accès à ce type de prêt, sachant que là, le process est très différent, puisque chaque banque décide de ses propres conditions et de qu'est-ce qu'elle est prête à offrir ou non aux clients. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que dans la famille des prêts en Israël, on a 2 grandes familles. C'est la famille des prêts hypothécaires, où là on va s'adosser à un bien, on va prendre une caution, ou la famille des prêts à la consommation, où là techniquement on n'est pas forcément obligé de donner un bien. Là, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ce qui va intéresser la plupart de nos auditeurs, donc ça va être tout ce qui est le volet hypothécaire. Et dans ce volet-là, toi, tu as séparé, c'est très intelligent, très intéressant, tu as séparé même cette famille-là en 2 groupes distincts, les particuliers et les entreprises.
sachant que les particuliers, ils sont conditionnés à la loi des Mashkentaot, donc à la loi sur les prêts hypothécaires en Israël, alors que les entreprises, elles, ne sont pas soumises à la loi sur les Mashkentaot. Elles peuvent passer sur ce qu'on appelle des prêts en iski, en business, et bénéficier peut-être de plus de flexibilité, mais aussi peut-être de règles qui ne sont pas encadrées par une administration en Israël, c'est ça? Exactement. Les prêts aux particuliers sont encadrés avec des règles très claires. Les prêts professionnels sont beaucoup moins encadrés. Donc chaque banque, après, va décider des conditions qu'elle est prête à offrir. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'au vu du client et au vu de sa solidité personnelle, les conditions vont aussi évoluer. Ce qui est moins vrai dans le crédit particulier où les conditions globales sont relativement fixes par banque. D'accord, donc tu veux dire qu'il y a tellement de concurrence sur le marché hypothécaire particulier qu'en règle générale, les banques ont plus ou moins les mêmes taux. Alors évidemment, on peut aller négocier. Si on passe par un courtier, tu vas nous expliquer après pourquoi, c'est quoi les avantages de passer par un courtier et pourquoi c'est important. Mais lorsqu'on fait un prêt en entreprise, et il y a de plus en plus de personnes qui achètent des biens immobiliers en Israël, nous on en accompagne beaucoup, on fait beaucoup de dossiers ensemble, tu le sais. Des personnes qui vont acheter des biens via des entreprises. Et ce que tu dis, c'est qu'en fait, pour les entreprises, on a un pouvoir de négociation et une importance de négociation beaucoup plus importante avec les banques, parce que là, pour les coups, le banque va leur faire vraiment un tailor-made, c'est-à-dire un sur-mesure beaucoup plus poussé que sur le marché hypothécaire. Je vais même aller un peu plus loin que ça. Aujourd'hui, chaque banque a des objectifs en termes de résultats. Et le premier de ces objectifs, c'est leur capacité à accorder du prêt professionnel. Donc quand on arrive avec du prêt professionnel, suivant qu'on aille dans la même banque, dans l'agence A ou dans l'agence B, on va avoir des conditions différentes. Et on va réussir à obtenir des choses différentes. Même au sein de la même banque, c'est-à-dire, je précise, vous allez à la banque Mizrahi, mais pas à la même agence, on peut avoir des conditions qui ne sont pas les mêmes. La banque Mizrahi, très bon exemple. Entre Jérusalem et Tel Aviv, il y a un point de différence. Waouh. Et les conditions, les modularités du crédit ne sont pas les mêmes. Parce que certains endroits vont avoir plus d'appétence pour ça, d'autres moins, surtout avec les taux qui sont relativement élevés en ce moment. On arrive à faire jouer une sorte de concurrence qui nous permet d'obtenir dans chaque agence des choses très différentes. D'accord, donc ça c'est déjà un point hyper important. Et ce que tu disais tout à l'heure sur, on va dire, la répartition du crédit, est-ce que ce cocktail, ce fameux cocktail dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que ça existe aussi sur les prêts en entreprise ou c'est moins marqué ? Alors, c'est un peu moins marqué dans l'absolu, mais ça existe tout à fait. On peut tout à fait choisir de mettre plusieurs formules, plusieurs durées au sein d'un prêt. En entreprise, en général, on a une vision plus sur la rentabilité à long terme. Donc, on va moins réfléchir en termes de différentes formules et plus réfléchir en termes de coût mensuel, d'amortissement du bien, sachant que, encore une fois, on est dans une période où les taux sont élevés. Donc, les taux étant amenés à baisser dans le futur proche, la rentabilité ne fera qu'augmenter. D'accord, ouais, effectivement, on parle déjà d'une baisse horizon premier trimestre 2025, c'est ce que j'ai lu récemment. Je précise, on enregistre ça le 4 décembre 2024. Donc, les taux actuellement en Israël sont le prime est à 6%. Le prime, je rappelle pour nos auditeurs, le prime c'est le taux d'intérêt de la banque israélienne, de la Banque d'Israël, plus 1,5%. Donc, actuellement, le taux d'intérêt national en Israël, c'est 4,5%, c'est le taux de la Banque centrale israélienne. Et pour obtenir le prime, on va ajouter 1,5%. C'est pourquoi on dit qu'aujourd'hui, le prime, il est à 6%. Et sur ce prime, Salomon, tu vas nous l'expliquer, mais sur ce prime, quand on prend un prêt qui est prime plus quelque chose, il y a ce qu'on appelle le spread. Et le spread, ça va être la prime, en réalité, que la banque va demander. Explique-nous un petit peu ce que c'est ce spread. Donc, en fait, la banque achète l'argent. Si elle l'achète en prime, elle l'achète globalement à 6. Au-dessus de ce 6, la banque prend donc sa marge. Et donc, certaines banques ont une appétence plus importante. Et au sein de chaque banque, certaines agences ont une appétence plus importante pour les professionnels. Et donc, vont être prêts à prendre une marge plus faible. Et donc, ce spread plus faible. Et donc, c'est pour ça que, ce que je disais au début, c'est important d'aller voir chaque banque et de savoir choisir quelle agence dans chaque banque va avoir cette appétence-là. Et va être capable de nous offrir ce spread le plus faible pour avoir les taux les plus intéressants. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi sur les durées. Chaque agence et chaque banque a des règles différentes. On peut aller de 10 ans à 25 ans. Là, en général, on est à 20 ans, mais
Là, Cas exceptionnel, on peut monter jusqu'à 25 ans. On parle des prêts commerciaux. On n'est parle pas de dans prêts- les hypothèques, on n'est pas dans la Mashkenta pour un particulier où là on sait qu'on peut aller à 30 ans, même 35 ans, j'ai déjà vu. Là on est sur les prêts commerciaux. En général c'est 20 ans et tu dis qu'il y a même des banques qui autorisent 25 ans. 25 ans, sous certaines conditions. Il faut évidemment s'adresser aux bonnes personnes, dans la bonne banque, au bon endroit. Elles sont capables de le faire. Tout dépendra de la volonté de la banque, du banquier, du directeur d'agence, de l'équipe globale à faire la ISCA et l'affaire. Et si toute l'équipe est prête et a envie de faire l'affaire, alors on peut aller tirer un peu plus. Encore une fois, c'est pour ça que j'insistais bien sur le point de la bonne personne au bon endroit, au bon moment, c'est ça qui est la clé de tout. Le contact. En Israël, de toutes les façons, c'est les relations, c'est le contact. Il y a une blague qui dit c'est très important de connaître le cousin de celui qui sert le café au Ramatkal, parce que le Ramatkal, c'est le général des armées. Et effectivement, en Israël, connaître la bonne personne peut souvent vous sortir et vous obtenir de meilleures affaires ou de meilleures conditions. Ça, c'est super important et c'est super intéressant. Ok, donc on a compris que techniquement, sur la partie des prêts commerciaux, donc les prêts pour les entreprises, on a une capacité d'emprunt sur 20 ans. Quelle est à peu près la cote-part entre guillemets, le pourcentage de crédit, du pourcentage de financement que tu es capable d'obtenir en règle générale sur des prêts commerciaux, je répète, sur les prêts qui sont destinés aux entreprises? Alors, encore une fois, je vais séparer en deux familles. Les biens d'habitation et les biens commerciaux. Sur les biens commerciaux, on peut en général monter jusqu'à 75%. Encore une fois, tout ça est au conditionnel et dépendra du dossier du client, évidemment. Mais on peut, sur les biens commerciaux, monter jusqu'à 75% de financement. Sur les biens particuliers, on va être limité en général à 70%. Attention, quand je dis 70 ou 75%, je parle de la valeur du bien. Je distingue la valeur du bien de la valeur d'acquisition. Il y a évidemment entre-temps un expert qui va réaliser une expertise du bien et qui va nous donner la valeur réelle du bien. Un chamaï. Un chamaï. Si on a trop payé, tant pis pour nous. Si on a sous-payé, tant mieux pour nous. On peut financer en réalité plus que le prix d'acquisition. D'accord, donc en fait ce que tu dis, c'est que pour chaque opération, on se met d'accord sur un prix. Mettons, on achète, je dis une bêtise, des bureaux à 6 millions de shekels. 6 millions, c'est le prix de l'affaire. Et on va de toutes les manières, pour obtenir un prêt, on va devoir faire venir un expert qu'on appelle en hébreu un chamaï. Ce chamaï va faire une expertise sur le bien. S'il estime que le bien, en réalité, il vaut 7 millions, ben toi tu dis tant mieux, on va pouvoir aller faire un levier de 75% jusqu'à 75%, puisque c'est des bureaux, 75% sur 7 millions, alors que nous on ferme le bien à 6 millions. Et si parallèlement, le chamaï a évalué le bien à 5 500 000, c'est-à-dire qu'on a surpayé apparemment, eh bien la banque ne nous accompagnera que jusqu'au montant, c'est-à-dire 75% de 5 millions 5 et non pas 75% de 6 millions. Ça existe souvent, c'est vrai que je l'ai souvent vu dans le cas d'appartements également, ça existe où le chamaï, ils vont avoir quand même tendance à faire une petite sous-évaluation par rapport au prix, ou en tout cas le prix de fermeture est souvent un petit peu plus élevé que le prix que le chamaï est prêt à prendre. Bon, ça, après, il y a plein de raisons. On fera venir sur la chaîne un chamaï pour nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a quand même toujours une petite différence à la baisse, ou en tout cas dans la majorité des cas. Donc, ok, ça c'est super intéressant. Maintenant, on va passer un petit peu sur le côté des particuliers. Pour les particuliers, on a quand même tendance souvent à dire si tu veux connaître ta capacité d'emprunt, ta capacité d'endettement, il faut que ça représente maximum un tiers de ton salaire, de ton revenu. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que d'abord c'est des on-dit ou est-ce que c'est vrai, et comment ça marche justement cette capacité d'endettement? Alors quand on passe sur les particuliers, il faut savoir que la loi, les règles de la Banque d'Israël aujourd'hui en Israël, c'est 40% d'endettement. On n'est pas un tiers, on est un peu au-dessus. Les banques, en vérité, aiment les clients qui ne dépassent pas 35%, mais elles acceptent de monter jusqu'à 39%. Au-dessus de 39%, ce sera une autorisation spéciale, un peu plus compliquée à avoir. Donc une personne qui gagne 20 000 shekels net, on parle sur le revenu net, on est d'accord? Évidemment. Revenu net, donc si on a un salarié qui gagne 20 000 shekels net, et puis si lui tout seul ou lui avec son épouse, les revenus du foyer, c'est 20 000 shekels. La loi israélienne autoriserait un remboursement mensuel maximal de 40%, donc 8 000 shekels. Et toi, tu dis, la banque, si tu dépasses 35%, a priori, ton dossier, elle va peut-être l'accepter, mais elle va peut-être te donner des conditions qui ne sont pas excellentes. Exactement. En dessous de 35%, pas de problème. De 35 à 39, elle va prendre une surcote pour se couvrir du risque. Au-dessus entre 39 et 40%,
là, ça fera l'objet d'une autorisation, d'un accord spécial, et il faudra prouver une certaine solidité avec un certain nombre d'autres biens déjà payés, un certain nombre d'autres choses. Ça devient beaucoup plus compliqué. D'accord. Donc ça, c'est par rapport à la capacité d'endettement. Et pareil, sur le montant du financement, est-ce que tu peux nous faire un petit peu d'ordre? On entend que c'est 75, 70, 50. Comment ça marche? Alors, d'après les règles de la Banque d'Israël, une première acquisition en Israël, ou un seul bien, quelqu'un qui achète un bien unique, qui n'a pas d'autres biens, il a le droit d'emprunter jusqu'à 75% de la valeur du bien. Encore une fois, je reviens, valeur après expertise. La valeur de l'expertise de l'appartement. Exactement. Pardon, la valeur d'expertise, dans le cas d'un particulier, c'est la valeur de l'expertise ou la valeur d'acquisition au plus faible des deux. D'accord. Donc, si on parle d'un achat réalisé par un particulier, là, on va avoir soit l'expert, soit le montant de l'achat, selon la valeur la plus faible des deux. Exactement. D'accord. Et sur ça, on peut emprunter, tu dis, si c'est une première acquisition, jusqu'à 75% du montant. Jusqu'à 75% du montant. Ok. Deuxième cas, c'est un changement d'appartement. Je vends mon ancien appartement et je achète un nouveau. Là, la Banque d'Israël autorise 70% du nouveau. C'est ce qu'on appelle dira chaloufit. Dira chaloufit, exactement. D'accord. Troisième cas, c'est un bien d'investissement. Là, la Banque d'Israël officiellement autorise 50%. Donc à partir du deuxième bien ou plus, et pour lequel ce ne serait pas un remplacement du premier bien, la banque considère que, enfin la Banque d'Israël autorise un prêt maximal de 50%. C'est ça. Et en réalité, j'ai vu pas mal de personnes qui ont fait une deuxième acquisition, qui disent à la banque que c'est pour remplacer la première, donc ils obtiennent 70%, et en réalité, c'est pas vraiment, c'est juste pour faire une deuxième acquisition. Est-ce que la banque, elle regarde vraiment les années suivantes? Alors, la banque demande un engagement du client devant notaire que ce qui compte vendre le premier bien. Mentir à la banque, ça peut passer une fois, ça passera pas deux fois. Donc, il faut faire très attention à ce genre de choses-là. En revanche, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a accès, la plupart des banques, en dehors des 50%, on peut accéder à des petits crédits complémentaires qui peuvent nous amener encore 20% de la somme pour venir couvrir les frais complémentaires d'acquisition, la taxe d'acquisition, les frais de notaire, les frais d'avocat, les frais d'agent, tout ça. On peut les financer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il existe des organismes hors bancaires, principalement des compagnies d'assurance, qui viennent prêter jusqu'à 15% de la valeur du bien, indépendamment des 50% déjà empruntés à la banque. Donc on peut monter jusqu'à 65-70%, voire un tout petit peu plus, sachant qu'encore une fois, tout dépendra des revenus de la personne et il faut que la personne ait la capacité de rembourser ces emprunts-là. Donc si jamais ça passe dans le dossier, vous comptiez vraiment vendre le premier et au final vous vous êtes trompé, vous avez gagné au loto, vous voulez garder les deux biens, c'est possible, la banque elle va pas vous taper sur les doigts, mais ne pas s'amuser, ne pas systématiquement penser qu'il suffit de dire à la banque que vous allez vendre le premier pour obtenir 70%. Ok, on a compris. Ok, maintenant... Ça, c'est sur la partie donc, de la capacité d'endettement, sur la composition, sur la capacité de financement. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on entend souvent les gens qui viennent de France en disant « Ouais, mais en Israël, ça n'existe pas le taux fixe ». Qu'est-ce qui existe en Israël? C'est quoi la meilleure... Alors, je ne vais pas te demander la meilleure répartition parce que, comme tu l'as dit, en fait, ça dépend de tout un chacun. Mais quelles sont les répartitions les plus classiques? Ne nous parle pas des 1% de trucs qui sortent de Mars et qu'il y a une seule banque, une seule agence qui va te le faire en Israël. Mais de manière générale, c'est quoi les grandes familles des répartitions? Voilà, taux fixe, taux variable. Fais-nous un petit peu de CDR là-dessus. Alors, globalement, il existe 3 types de taux en Israël. Les taux fixes, comme on connaît en France, peu importe la durée. Des taux qui sont pseudo-fixes, qui sont en fait des obligations que la banque émet. Donc la banque émet une obligation à 2 ans, une obligation à 5 ans, une obligation à 10 ans. Cette obligation-là, elle émet un coût, elle vous revend l'obligation globalement. Donc elle récupère l'argent et elle vous dit voilà, moi je la paye l'obligation 4,5%, ce qui est à peu près le taux du moment. Là-dessus, je prends ma marge, 1%, 1,5%, 0,75%. Donc voilà le coût que va vous coûter. Et tous les 2 ans, 5 ans ou 10 ans, la banque réémet une nouvelle obligation et donc votre taux est modifié à cette période-là. Donc c'est une sorte de fixe à durée déterminée. Exactement, qui est renouvelé à intervalles réguliers. Et la troisième famille, c'est donc les taux variables. Les taux variables, et donc, ils ont une variabilité qui est basée sur plusieurs paramètres. On peut avoir des taux variables basés sur le prime dont on a déjà parlé avant, qui est le taux directeur de la Banque d'Israël. On peut avoir une variabilité qui est basée sur des monnaies étrangères, des devises étrangères. Donc indexé à l'euro, indexé au dollar. Exactement. Okay. Et on a encore quelques autres taux variables qui sont
exotiques dont je vais peut-être pas parler là tout de suite parce qu'on mélangerait les pinceaux. Ça, ça sur les taux. Attention, il existe une autre chose en Israël qui n'existe, je ne crois pas en France, je pense que ça existe qu'en Israël, c'est l'indexation du capital. Ça veut dire quoi? En dehors du taux, on peut venir choisir d'indexer le capital à l'inflation. Et donc, si le capital est indexé à l'inflation, si en ce moment il y a 4,5% d'inflation par an, si j'ai emprunté 100, dans un an, je dois plus 100, je dois 104,5. Donc en fait, sur la partie en dehors, indépendamment du taux, ce que tu veux dire, c'est que le capital emprunté au départ, lui, il va être indexé au coût de la vie en Israël. Et si le coût de la vie augmente, en réalité, ce qu'on a emprunté au départ, ça va avoir tendance également à augmenter. Quel est l'intérêt de prendre un prêt qui est indexé? J'ai pas envie de faire un cadeau à la banque. Alors, en fait, la banque se couvre forcément d'une façon ou d'une autre à son risque. Donc, soit la banque vous vend un taux fixe sans indexation du capital, et donc dit je vais me couvrir contre une potentielle inflation. Donc le taux sera plus élevé. D'accord. Soit la banque vous dit c'est vous qui prenez le risque de l'inflation, moi je prends que le risque de taux, et donc dans ce cas-là, le taux est plus faible. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est que quand la banque me propose 5 à taux fixe et 2,5 à taux indexé, avec un capital indexé, j'ai l'impression que 2,5 c'est beaucoup plus intéressant. Mais encore une fois, oui, sur 20 ans ou 30 ans, l'indexation, elle va forcément dépasser le delta, ou en tout cas, c'est fort probable. Exactement, sachant qu'en ce moment même, l'inflation est de 4,5% par an. Que l'inflation en Israël est jamais, ou très rarement, à part période Covid, descendue en dessous des 2,5% par an. Donc, en vérité, c'est nous qui payons plus cher. Donc, je mets en garde les gens sur l'indexation. C'est dans des cas très spécifiques, avec des profils très spécifiques de gens qui font des opérations financières très rapides, où ça peut venir avoir un intérêt. Encore une fois, tout ça fait partie de mon métier, de venir comprendre qu'est-ce que recherche le client, qu'est-ce qu'il veut faire, et en fonction, l'indexation va venir nous permettre d'accéder à ses objectifs à court, moyen, long terme. C'est un costume en fait, c'est vraiment, ça va être adapté en fonction des besoins de chacun. Et on retrouve les mêmes dans les prêts commerciaux, je repasse de l'autre côté entre guillemets, mais dans les prêts commerciaux, j'ai quand même plus tendance à voir que la plupart des gens empruntent en prime non indexé. Est-ce que c'est ça le... Alors, dans les prêts professionnels, il existe moins de familles. Globalement, dans les prêts professionnels, on a les taux fixes, les taux basés sur le prime et les taux en devises étrangères. C'est les trois grandes familles de taux, les autres on les utilise beaucoup moins. Donc on a le taux fixe même en prêts commerciaux. On a les taux fixes en prêts commerciaux. En ce moment, comme les taux sont élevés, avoir un taux fixe n'a pas de sens, puisque les taux vont baisser, donc autant profiter de la baisse. Donc on vient prendre du prime. En période où les taux sont très faibles, le taux fixe aura un sens, puisqu'on va bloquer nos taux en bas. Donc tout dépend encore une fois de la période et de nos recherches à moyen et long terme. Ok, donc là on a très très bien compris sur la répartition, on a compris comment fonctionnent les taux. Ça c'est pour tout ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est pour une personne qui vient chercher un nouveau crédit. Mais il y a quand même énormément de personnes en Israël qui ont déjà des crédits en cours. Ces personnes-là, est-ce que c'est le bon moment pour renégocier les taux ? Et est-ce qu'ils peuvent passer par quelqu'un comme toi pour renégocier leurs taux? Alors, il se passe quelque chose d'assez unique en Israël. Les taux ayant grimpé, les gens n'ont pas fait attention à l'époque. Ils ont fait deux erreurs principales. Une grande partie a pris des taux indexés en disant « Ah, mais j'ai un taux à 1 ». Et donc, ils se retrouvent avec un capital qui a augmenté. On a vu des clients dont le capital... J'ai un client, ça fait 8 ans qu'il rembourse son crédit, qui paye tous les mois, et il se retrouve avec 8 ans avec un capital restant dû plus important que celui emprunté. Ouais, il a rien fait pendant 8 ans, quoi. Incroyable. Ça, c'est le premier cas. La deuxième chose, c'est des gens qui ont pris énormément de taux variables, puisque les taux variables étaient très faibles à l'époque, et dont la mensualité a d'un coup explosé, et qui se retrouvent dans l'incapacité de rembourser tous les mois leur crédit. Il est évident qu'aujourd'hui, en cette période, ces choses-là sont renégociables. Il faut les réfléchir. Il y a toute une logique à mettre en place, parce que quand les taux sont hauts, on ne va pas venir bloquer tous les taux tout de suite tout haut, mais on va remoduler tout ça pour apporter de la stabilité, du gain mensuel, du gain sur le coût du crédit, et permettre aux gens de reprendre un peu de souffle. D'accord, donc tu dis que c'est quand même une bonne période pour renégocier, et moi je vois beaucoup de personnes qui avaient pris avec des taux donc, qui étaient par exemple des prêts commerciaux, avec du prime plus 1,5, plus 2, où effectivement à l'époque quand le prime il était à 1,6, au final le taux il n'était pas très cher, on faisait du 3, 3,5, c'était bien. Mais aujourd'hui le spread de la banque,
il est beaucoup plus faible parce que la banque, elle peut plus vous prêter à prime plus 2. Enfin, elle peut essayer, mais en tout cas, c'est la probabilité que vous acceptiez, elle est quand même faible. Donc la banque, elle va vous baisser le spread. Elle est capable de vous baisser, de vous amener sur du prime plus 0,7, 0,8. Bon, sur les bons dossiers, à nouveau, ça dépend de la capacité de chaque dossier, etc. Mais en réalité, une personne qui est en prime, il a quand même tout intérêt à aller te contacter, par exemple, pour refaire une négociation avec sa banque et pour essayer de faire diminuer le spread, parce que le prime, il est déjà au prime. Donc ça, c'est hyper important, et pensez-y, si vous avez acheté des bureaux, vous avez acheté des appartements via des sociétés, généralement, vous avez fait des prêts commerciaux, pensez bien soit à allonger la durée du crédit pour diminuer un petit peu la mensualité, parce que parfois ça va vous étouffer, ou bien peut-être aller profiter de l'écart et du fait que les taux directeurs soient très importants pour aller récupérer un spread plus bas. Donc ça peut être le conseil qu'on pourrait donner. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, évidemment qu'en période où les taux sont hauts, les volumes de crédit sont plus faibles. Donc les banques sont rentrées dans une guerre commerciale en essayant d'aller prendre des parts de marché pour garder des volumes importants qui leur apportent de la rentabilité. Donc du coup, on se retrouve dans une période où, paradoxalement, les taux sont hauts, mais les spreads sont faibles. Plus que ce que tu disais encore, pour aller encore un peu plus loin que ce que tu disais il y a 2 minutes, il y a des clients à moi qui doivent acheter, qui vont acquérir des biens dans 3, 4, 5 mois, à qui je conseille de faire le crédit maintenant, en leur disant, regardez, maintenant les banques sont en compétition. On arrive à avoir des spreads extrêmement faibles. Venez, on bloque le spread. Comme ça, quand le taux va baisser, vous resterez toujours avec un taux plus faible que quand les taux étaient bas, le spread était plus élevé. Donc au final, les clients sont gagnants presque à souscrire à des crédits maintenant et à renégocier évidemment leur ancien crédit maintenant. D'accord, donc ça c'est super intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Il y a énormément d'opérations en ce moment avec la guerre, etc., où les promoteurs proposent du 20,80, du 15,85. J'ai même vu passer des 5,95. Bientôt, ils vont vous offrir le bien. C'est à quel moment est-ce qu'on peut lancer le crédit maintenant, alors qu'on le sait que la banque elle arrive en dernier, c'est-à-dire que d'abord vous devrez toujours payer les 20 premiers pourcents et puis la banque elle arrive en dernier, elle vous finance le reste. Est-ce qu'on peut déjà maintenant figer un crédit alors que l'argent sera disponible ou débloqué par la banque seulement dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Alors, il faut savoir plusieurs choses. La première d'entre elles, c'est qu'en général, quand un Cablan vous demande du 20,80 ou du 15,85, très souvent, pas 100% du temps, mais très souvent, en vérité, il fait ce qu'on appelle une Alvat Cablan. Oui, le prêt promoteur. Ça veut dire qu'il prend un prêt et qu'il paye lui les intérêts, mais vous avez un prêt sur vous. Donc le prêt je précise, le prêt est à votre nom, mais c'est le promoteur qui s'engage à payer les intérêts, mais le prêt il est quand même souscrit par l'acheteur. Exactement. Ok. Donc ça peut être un objet de négociation de dire, écoute, moi je suis prêt à payer plus, et toi tu me baisses le prix. Ça c'est la première chose. La deuxième chose... Oui, pourquoi il serait prêt à baisser le prix? Juste je rebondis. Parce que lui, de toutes les manières, il s'engage à payer les intérêts à votre place. Donc dans tous les cas, il va avoir une baisse. Donc vous, à la limite, au lieu que ce soit la banque qui s'enrichisse dans l'histoire, vous pourriez aller le voir en lui disant, écoute, je te fais pas un 20,80, je te fais un 30,70 par exemple, mais par contre, il n'y a pas l'histoire du prêt promoteur, et les intérêts que tu as économisés parce que tu vas pas les payer à la banque, ben au final tu me les fais baisser moi maintenant, peut-être pas tout, mais on essaye de trouver un petit chemin, un endroit entre les deux chemins. Ok, c'est ça. Exactement. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où on a fait un crédit, on a 3 ans pour débloquer la totalité du montant. Donc on peut le débloquer en 3, 4, 5, 6, 10 fois, peu importe. Donc on peut aussi... Et pour débloquer, c'est quoi? Il faut, par exemple, je sors 1000 shekels maintenant, donc j'ai lancé mon crédit, et en réalité j'ai besoin de tout le reste dans 3 ans, je suis capable d'aller appeler la banque dans 3 ans et dire, tu te rappelles, on a un crédit en cours, on a une ligne ensemble, il faut passer à la caisse. C'est vrai, il y a un minimum, je précise quand même, bon. Il y a un minimum... J'ai essayé. Il me semble de 300 000 shekels. Après, ça dépend de chaque banque, chaque dossier, mais il y a un minimum à débloquer à chaque déblocage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en plus, on peut demander à la banque ce qu'on appelle en Israël des graces, ça veut dire de dire, écoute, pendant telle période, vu que c'est un projet, je ne veux pas payer le capital, je ne veux pas payer les intérêts, et on négocie donc pendant une période de ne pas payer ce crédit-là. Donc, nous, mensuellement, ça ne nous fait pas de charge, de façon à ce que ça ne nous fasse pas de charge supplémentaire tous les mois. Ok, super intéressant. Je vois qu'on arrive au terme de l'épisode. Une toute petite chose qui est assez importante. Est-ce qu'il y a des aides qui existent en Israël, des aides gouvernementales? On n'en entend jamais parler
Pourtant, on vient quand même d'un pays où la France, elle aide quand même pas mal. Il y a des primes de logement, des primes à l'achat, etc. Est-ce qu'il y a des aides qui existent, aussi bien du gouvernement ou peut-être des incentives dont on ne connaît pas? Alors oui, il y a 3 aides. Il y a d'abord une aide pour les miloumniks, les gens qui sont en milouim. Les réservistes. Okay. Les réservistes, pardon. Ont le droit à des aides et ont le droit à des crédits à taux zéro. C'est pas des gros montants, c'est en général des 100 000 shekels, mais c'est toujours ça de prix. La deuxième chose, c'est qu'il y a une halva la zakaout. Halva la zakaout, c'est que donc, dans certaines villes, dans certains endroits d'Israël, l'État vient se porter caution. Cette ligne-là de crédit n'est pas toujours intéressante, mais c'est une protection pour le client, parce que sur l'hypothèque, c'est l'État qui est marqué en premier et plus la banque. Donc si jamais, ça n'est pas le but, mais si jamais il devait y avoir un défaut de paiement, la banque ne peut pas venir vendre le bien sans l'accord de l'État. Et l'État ne voudra pas. Donc ça nous apporte une protection à l'acquéreur. La troisième chose, c'est un ma'anak la zakaout. Donc là, c'est dans certaines villes. En ce moment, c'est plus compliqué, mais si on achète à Neharia, si on achète dans des villes du sud, l'État vient et vous donne entre une subvention. 40 et 60 000 shekels. Vous donnez. Cadeau. Ils sont à vous cadeau. Et donc après... Et ça, c'est que quand on fait un crédit. Donc c'est une aide au crédit. Ou moi, j'ai tout l'argent, j'ai envie d'acheter à Neharia. Je peux demander à l'État une petite subvention sur le prix. Non, c'est une subvention sur le prix, peu importe qu'on si un crédit ou pas. C'est un manak la zakaout. Et ça, c'est des dossiers dont tu t'occupes? C'est des dossiers dont la halva la zakaout, je la fais avec la banque, puisque ça rentre dans les prérogatives de la banque. Donc quand on monte le dossier, on rajoute des lignes halva la zakaout. Le manak la zakaout, c'est en général l'avocat du client acquéreur qui s'occupe de monter le dossier, d'envoyer le dossier. C'est pas un gros dossier à envoyer en général. C'est j'achète à Neharia, je suis ma première acquisition. Merci de me donner le manak. D'accord, mais en général, l'avocat qui s'occupe, il le sait, puisqu'il doit s'occuper d'affaires. C'est exactement. Dans des zones, généralement. Si vous prenez un avocat qui comprend un petit peu la localité où vous achetez, en règle générale, il est au courant. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait un joli tour pour une première intervention. Je te remercie d'être venu. J'hésiterai pas à te faire revenir peut-être d'ici 1 mois, 2 mois, quand les taux auront baissé. Hein, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à faire bénéficier de vos proches de cet épisode. Je vous remercie. Merci Salomon d'être venu. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt, au revoir tout le monde.